Une bonne photo, c'est souvent un bon sujet. Alors pas la peine qu'il soit extraordinaire, pas la peine qu'il soit rare, et pas non plus la peine de parcourir le monde pour le trouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'un élément intéressant à mettre dans ces photos. Je veux parler bien sûr de la pluie. Et rappelez-vous, la pluie c'est de l'eau, et l'eau c'est la vie, et la vie c'est pas banal. Plus sérieusement, la pluie ça peut vous sembler un petit peu anodin, mais comme on va le voir, le pipi nuage peut vous offrir de très nombreuses possibilités photographiques. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à un article beaucoup plus complet sur le même sujet. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous y rendre et à vous y inscrire si le sujet vous intéresse. Premier point, mon matériel est-il adapté à la pluie? Alors, c'est bien beau d'être gonflé de motivation, mais est-ce que votre matériel peut vous suivre dans vos aventures? Alors pour résumer, aucun appareil photo n'est imperméable, dans le sens étanche. Vous ne pouvez pas plonger votre matériel photo dans de l'eau, sauf quelques modèles d'objectifs et de boîtiers très spécifiques. Mais pour la majorité des boîtiers objectifs, c'est pas le cas. Les appareils photo dits imperméables ou résistants sont juste résistants aux intempéries, mais pas aux ouragans ou aux très fortes pluies. Le boîtier et l'objectif doivent tous deux être résistants aux intempéries. Si c'est juste l'un ou l'autre, la protection sera moindre, voire nulle. Alors chaque marque a ses propres désignations, donc le mieux ce sera de regarder les caractéristiques techniques du boîtier ou de l'objectif. Mais globalement, plus un boîtier ou un objectif est cher et haut de gamme, plus il aura tendance à être résistant aux intempéries. Pour vous aider pour les objectifs, pour savoir s'ils sont résistants ou pas aux intempéries, j'ai fait toute une liste par marque sur mon site photomaniac.fr. Donc si vous cliquez sur lire le blog, puis dans la barre de recherche vous tapez résistant à l'eau ou résistant aux intempéries ou résistant à la pluie, vous devez tomber sur un article est-ce que mon matériel est résistant à la pluie, et en bas de l'article il y a toute une liste que j'ai fait d'objectifs qui sont bel et bien résistants aux intempéries. Dans tous les cas, si vous avez un doute, ne prenez pas de risque et considérez du coup que votre matériel n'est pas résistant aux intempéries. Maintenant on passe au matériel pour la photographie sous la pluie. Pour les prises de vue sous la pluie, vous devrez sans doute être sélectif sur le matériel. En effet, vous ne voudrez pas risquer de tout mouiller ou de vous encombrer inutilement. Pour le boîtier de préférence, il faudrait qu'il ait un capteur 24x36 qui permet généralement de mieux gérer les conditions en basse luminosité, ce qui sera le cas avec la photo sous la pluie. Et bien sûr, il faut aussi qu'il soit résistant aux intempéries, donc d'un certain prix, d'un certain niveau de gamme. Pour les objectifs, à moins de pouvoir vous abriter, il faudra le moins possible avoir à changer d'objectif sous la pluie. Sinon on risque d'abîmer notre matériel, s'il est mouillé à l'intérieur, etc. ça risque de l'endommager. Et donc on aura besoin pour ça de l'adaptabilité d'un zoom. Ça va nous permettre de couvrir plusieurs plages focales sans avoir du coup à changer d'objectif. Donc en général pour ce type de photo, on prend des zooms. Alors le choix de la distance focale de votre objectif, ça va dépendre tout simplement de ce que vous choisissez de photographier. Pour la photo de paysage, on choisit en général des objectifs qui tournent autour de 24 mm. On pourrait prendre par exemple un 24-70 mm, pourquoi pas. On choisit de longues focales comme un 70-200 mm pour le portrait ou l'animalier, et généralement des objectifs standards, donc autour de 50 mm pour la photo de rue. Un zoom à large plage focale comme un 28-200 mm pourrait faire l'affaire si vous avez du mal à choisir un objectif en particulier. De cette manière, vous allez pouvoir couvrir pas mal de situations, mais le revers de la médaille, c'est que ce type d'objectif crée des photos de moins bonne qualité. Ensuite, un trépied. Alors, certaines scènes de pluie nécessitent de longues expositions, en tout cas un petit peu longues, que ce soit pour enregistrer des traînées de pluie ou même la nuit, vous aurez besoin de stabilité. Ensuite, un sachet étanche et un sac à appareil photo. Si vous prévoyez de rester longtemps sous une pluie torrentielle, commencez déjà par déployer la housse de votre sac photo, qui est disponible souvent en bas du sac photo, en dégrafant ou en déscratchant en tout cas une poche. Vous pouvez sortir une housse imperméable, ça vous permet de protéger un petit peu votre sac photo et ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, pour une protection supplémentaire contre la pluie, vous pouvez aussi mettre votre matériel photo dans des sacs plastiques étanches comme un sac poubelle ou même un sac plastique alimentaire, un sac de congélation, etc. Donc vous allez mettre votre matériel photo dans ces sacs-là, puis les mettre à l'intérieur de votre sac photo. Ensuite, des sachets absorbant l'humidité. Alors ces petits sachets ils vont absorber une partie de l'humidité et éviter la condensation sur votre équipement. Alors c'est pas indispensable, mais si vous prévoyez de rester dans l'humidité pendant une période prolongée, c'est une bonne idée. Ensuite, des serviettes. Quelques serviettes de toilette permettent de sécher le matériel avant de le remettre dans son sac, ce qui est assez utile pour éviter qu'il trempe comme ça dans la flotte pendant... Alors quelques serviettes de toilette permettent de sécher le matériel avant de le remettre dans son sac photo. Avoir quelques serviettes de toilette permet de sécher le matériel avant de le remettre dans le sac photo, éviter comme ça qu'il trempe pendant je sais pas combien de temps dans l'eau dans le sac, et ça permet aussi d'accélérer du coup le processus de séchage.
Ensuite, des chiffons pour objectif. Si votre lentille n'est pas parfaitement sèche, vos photos auront un aspect un petit peu baveux. Alors, ça peut être un effet aussi créatif, mais généralement ce qu'on cherche c'est pas ça. Donc emportez quelques chiffons pour objectif afin de pouvoir essuyer rapidement si besoin. Le pare-soleil peut aussi protéger votre objectif des gouttes d'eau, limiter les reflets en cas de rayons de soleil qui passeraient un petit peu entre les nuages, et ça permet aussi de protéger votre objectif de manière générale, parce que la photo sous la pluie c'est assez bouge-bouge, et donc on risque facilement de cogner son appareil photo. Ensuite, un smartphone, les averses peuvent être imprévisibles, et en plus de ça, si vous partez prendre des photos de nuit en ville par exemple, ça peut être quand même pas mal dangereux et risqué. Donc apporter un téléphone avec soi pour prévenir éventuellement quelqu'un qu'on est parti ou en cas de problème, ça peut être utile. Et en plus du côté sécuritaire, les applications météo peuvent aussi vous permettre d'anticiper le temps qu'il va faire. Ensuite, un parapluie, donc ça permet de garder vos sujets ou vous ou votre matériel au sec, ce qui est quand même pas du luxe. Et on peut aussi utiliser un parapluie de nombreuses autres façons. Par exemple comme cadre naturel pour votre sujet, comme accessoire pour couvrir les parties les moins intéressantes d'une scène, comme filtre photo s'il est un petit peu transparent, ou encore pour ajouter une touche de couleur. Ensuite, un porte-parapluie de golf. Alors ils sont conçus normalement pour être attachés à un chariot de golf, mais certains peuvent être attachés à votre trépied, ce qui peut vous permettre de libérer vos deux mains, au lieu d'avoir une main qui tient le parapluie, notre appareil photo, ce qui vous permet d'utiliser notamment votre appareil photo ou de faire pourquoi pas d'autres choses. Ensuite un imperméable, donc quand il y a pas mal de vent, il est plus facile d'utiliser un imperméable plutôt qu'un parapluie qui a beaucoup de prise au vent. Et si vous déplacez en voiture, cela peut permettre de vous arrêter lorsque vous tombez sur une scène intéressante et de sortir rapidement pour prendre une photo, avec du coup l'appareil photo emballé dans l'imperméable et éventuellement vous aussi, puis de retourner dans le véhicule au chaud et au sec. Ensuite, avoir des vêtements adaptés. Donc adopter un bon système de superposition de couches avec des couches de base synthétiques ou mérinos, donc pas de coton, des couches intermédiaires isolantes et une veste imperméable. Et n'oubliez pas vos pieds, parce qu'en effet, marcher dans des chaussures humides et froides va tuer instantanément votre envie de prendre des photos. Alors si vous pouvez porter des bottes ou des chaussures imperméables, voire des grosses bottes en caoutchouc, ici on s'en fout du style. Ensuite, une housse anti-pluie. Si vous trouvez sous une pluie torrentielle, alors dans ce cas, protégez votre appareil photo avec une housse anti-pluie. Pour plus de sécurité, vous pouvez également sceller la zone de connexion entre l'objectif et le boîtier avec du ruban adhésif pour plomberie. Vous pouvez aussi en rajouter au niveau de la griffe pour le flash externe. Et bien sûr, si vous voulez pas investir dans une housse anti-pluie, vous pouvez aussi tout simplement utiliser un sac en plastique ou un sac poubelle. Enfin, un cache d'objectif. Le cache permet de protéger l'élément frontal de votre objectif de l'eau. Alors à ce sujet, il y a deux écoles. Ceux qui disent que le cache d'objectif va vous faire rater des opportunités et qui préfèrent donc ne rien mettre ou mettre un filtre UV et essuyer souvent leur objectif. Et ceux qui préfèrent mettre le cache. Donc là le choix va surtout dépendre du type de photo que vous allez faire. En effet, si vous faites de la photo de paysage, généralement on a plus de temps, donc on peut avoir un cache, on peut prendre le temps de le mettre et de l'enlever, etc. Mais si on fait de la photo de portrait, surtout de la photo de rue, il faut être assez rapide et surtout réactif. Et bien dans ce cas, effectivement, utiliser un cache, ça va nous faire rater pas mal d'opportunités, donc en général on évite de mettre un cache pour ce type de photo. Maintenant, autre point, on passe au réglage pour prendre des photos sous la pluie. Alors le réglage que je vais évoquer, c'est juste des points de départ, des points de repère. Il faudra par la suite ajuster à chaque fois en fonction de votre situation. Alors en général, lorsqu'on prend des photos sous la pluie, on va commencer par régler le temps de pause, pour décider si on va créer des photos de gouttes de pluie nettes ou entraînées en fonction de nos choix personnels. À partir de là, votre ouverture et vos ISO fluctueront en fonction de ce que vous capturez et des conditions d'éclairage. Pour commencer donc, on passe au temps de pause. Pour capturer des gouttes et des éclaboussures de pluie nettes, on visera entre 1/500 de seconde et 1/1000 de seconde. Et si on veut des gouttes de pluie encore plus nettes, eh bien on raccourcira son temps de pause. Si on veut montrer le mouvement pour un effet rideau de pluie, alors dans ce cas on visera entre 1/30 de seconde et 1/15 de seconde. Et avec ce type de temps de pause, vous aurez sans doute besoin d'un trépied. Maintenant pour l'ouverture. Si vous voulez capturer des gouttes de pluie nettes, le choix n'est pas facile et va surtout dépendre de la capacité de votre boîtier à monter en ISO, sans avoir du coup de bruit numérique. Je vous rappelle que vous aurez un temps de pause court pour la photo de pluie nette, votre principale source de lumière sera réduite par la couverture nuageuse et donc vous capturez à la fin peu de lumière. Ici votre souhait c'est de figer le mouvement de la pluie, c'est certainement que vous voulez voir un maximum de la pluie environnante dans votre photo, et donc avoir un maximum de profondeur de champ. Dans ce cas il faudra fermer l'ouverture et compenser avec les ISO. Si on sélectionne une grande ouverture, seul notre sujet mis au point sera net, le reste tombera rapidement dans le flou. Donc visez entre f8 et f11 pour une bonne profondeur de champ dans l'idéal, même si c'est rarement possible, en tout cas essayez de ne pas descendre en dessous de f5-6. Si vous souhaitez montrer le mouvement pour un effet rideau de pluie, dans ce cas l'ouverture sera variable en fonction du rendu recherché.
Ouvrez assez large entre f4 et f5.6 pour peu de netteté globale, ou fermez entre f8 et f11 pour avoir plus d'éléments d'une netteté acceptable. Et compensez avec les ISO dans la limite du possible. Et justement des ISO, parlons-en. Qui dit pluie dit nuage et donc peu de lumière comme on l'a vu juste avant. Surtout s'il y a un court temps de pause et une ouverture très fermée. Donc vous devrez très probablement élever vos ISO pour faire face à la faible luminosité. Alors oui, de manière générale, par défaut, on essaie de rester au plus bas au niveau des ISO, mais ici, on augmentera pour compenser un temps de pause court et ou une petite ouverture. Si vous avez un boîtier récent, vous pouvez facilement monter jusqu'à 800-1600 ISO sur boîtier à capteur APS-C et jusqu'à 1600-3200 ISO sur boîtier à capteur 24x36. Pour la mise au point automatique sera sans doute perdue avec tous ces mouvements d'eau, cette faible luminosité et ce manque de contraste. C'est pourquoi on se met généralement en mise au point manuelle pour éviter que la mise au point automatique n'arrête pas de chasser, donc de changer la mise au point. Maintenant on passe à la stabilisation d'image. En photo de pluie, vous prendrez sans doute beaucoup de photos à main levée, et donc la stabilisation d'image aura son importance. Elle va vraiment vous aider à compenser le flou de bouger et avoir plus de photos nettes. Bien sûr, la stabilisation d'image seule ne va pas faire de miracle, il faut avoir le temps de pause adapté et donc aussi élever un petit peu ses ISO, mais ça va quand même pas mal vous aider. Si vous êtes sur trépied, pensez bien à la désactiver parce que sur trépied, la stabilisation d'image elle a l'effet inverse, en fait elle va provoquer du flou. Et je vous donne un petit conseil pour les réglages de manière générale. L'idéal, si la pluie est importante, c'est de pré-régler son appareil photo pour le type de photo qu'on veut faire. De cette manière, ça va éviter qu'on perde son temps à régler son appareil photo sous la pluie pour rien, et de s'exposer nous et notre matériel plus que nécessaire à l'eau. Dernier point qui est plus sur la composition et l'état d'esprit avec la photo de pluie, regardez les scènes se transformer. Alors gardez à l'esprit que la plupart du temps, la pluie ne se verra pas sur vos photos. Vous en verrez les effets avec les cheveux mouillés, les fleurs tombantes, les flaques de boue, etc. Mais vous aurez du mal à voir la pluie directement. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas forcément besoin de capturer la pluie elle-même pour montrer qu'il pleut. On peut juste capturer les signes qui indiquent qu'il y a de la pluie. Et une bonne façon de photographier une scène de rue sous la pluie, c'est de capturer par exemple les parapluies, les imperméables, les flaques d'eau et les reflets des gouttes de pluie sur le sol. Et la pluie se transforme vraiment en n'importe quelle scène. Une intersection normale et quotidienne raconte une histoire complètement différente une fois que le cadre est jonché de parapluies. Donc là, on verra pas forcément la pluie, mais on verra les parapluies et on comprendra qu'il pleut. Une scène de marché lugubre peut être totalement transformée par l'apparition d'un parapluie violet vif. Et c'est assez étonnant de voir comment la pluie, en particulier lorsqu'elle est photographiée de nuit, avec du coup possiblement des néons, des lumières de la ville, peut transformer un lieu banal en quelque chose de plus spécial. Et d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir une averse torrentielle pour réaliser une photo intéressante sous la pluie. Une légère bruine peut être suffisante pour offrir une surface réfléchissante pour l'éclairage de la ville. Et enfin, les jetées et les quais peuvent aussi constituer des sujets de choix à photographier sous la pluie. On arrive à la fin de ce podcast sur la photo sous la pluie, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à un article beaucoup plus complet sur le même sujet, donc sur la photo de pluie. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite donc à y aller, à vous inscrire et à accéder immédiatement à la formation si le sujet vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos sous la pluie et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.